Alors une autre type de somme dont on peut avoir lié avec les intégrales, c'est donc la formule de Taylor. Alors il y a plusieurs formules de Taylor. On a déjà rencontré la formule de Taylor-Young dans les développements limités, donc qui était une formule asymptotique, donc approximative. On a croisé une formule de Taylor qui s'appelle Taylor, qui était dans le cadre des polynômes, qui était donc une formule exacte, mais ça limitait le cadre parce qu'il fallait absolument que les fonctions soient que des polynômes. Ici, on a une formule qui est exacte, c'est-à-dire qu'ici, le symbole égal, c'est une vraie égalité. Et par contre, il y a un terme de reste qui est assez compliqué, mais qui est donné justement par une intégrale. Donc ça précise clairement quelle est la formule de Taylor. Donc avec reste intégral, on a une formule exacte, et ici, cette quantité-là serait simplement un petit taux de h puissance n, mais petit taux de h puissance n, ça veut dire tout et rien. Ici, on sait exactement que vaut ce terme-là, sachant que ce terme-là est censé être donc petit. Donc, quelle est la formule de Taylor avec reste intégral? C'est une des formules objectivement la plus compliquée du programme, donc il faut fortement l'apprendre par cœur, c'est-à-dire c'est le reste intégral qui est intéressant. La partie précédente, c'est la même qu'avant, c'est-à-dire si on veut la valeur de la fonction en a plus h, ça vaut le développement de Taylor autour de a, donc la somme de k égale 0 des dérivés km en a, h sur k factoriel, et après on a ce reste intégral qui est donné par cette formule-là, donc à apprendre bien sûr par cœur, et on va montrer que c'est une conséquence du théorème fondamental, et on va pouvoir démontrer cette formule-là et en faire des applications. On va montrer la formule de Taylor avec reste intégral. Alors en fait, on pourrait presque résumer toutes les formules de Taylor de la sorte, c'est-à-dire que c'est f de a plus h est égal à la partie principale, donc la somme de Taylor, c'est la somme de k égale 0 à n de la dérivée km calculée en a, donc une constante ici, h puissance k, donc c'est ça qui varie, et k factoriel, plus ici un reste. Dans la formule de Taylor-Young, le reste c'est petit o de h puissance n. Dans la formule polynomiale, la prise de la formule est exacte, donc le reste est 0. Et ici, dans la formule, ici on pourrait dire générale, le reste est intégral. Et donc ici, la formule à bien connaître, c'est donc le reste, ça vaut l'intégrale de 0 à h, c'est-à-dire quand h est petit, c'est une intégrale assez petite. La dérivée n plus unième, voisinage de a, donc c'est a plus t avec t variable d'intégration. Et ensuite, c'est l'écart par rapport à h. C'est h moins t puissance n sur n factoriel. Voilà. dt, donc c'est le reste intégral, c'est ça. Alors bien sûr, pour démontrer la formule, ici on va la démontrer simplement par récurrence sur n. Et on peut commencer en particulier par n égale 0. Alors qu'est-ce qui se passe pour n égale 0 ? N égale 0. Alors dans l'idée, on va essayer de démontrer que le reste intégral, qui vaut ça, vaut bien f de a plus h moins cette somme-là. Donc, que vaut ici le reste intégral? R0 de h. R0 de h, c'est donc l'intégrale de 0 à h de la dérivée donc première, a plus t. Et ici, ça fait puissance 0 sur 0 factoriel, donc ça vaut 1, plus par convention, 1, fois dt. Donc on retrouve simplement l'intégrale de la dérivée. Donc d'après le théorème fondamental, ça vaut la variation de f de a plus t entre 0 et h. Autrement dit, ça vaut f de a plus h moins f de a. Ce qui démontre bien la formule de Taylor à l'ordre 0, c'est-à-dire ça vaut f de a plus h moins, alors si on veut, la somme pour k égale 0 jusqu'à 0, c'est-à-dire il n'y a qu'un seul terme, dérivé km en a, h puissance 0 sur 0 factoriel, donc ça fait h puissance k sur k factoriel. Donc c'est bien l'initialisation est vérifiée. Et ensuite, on va faire bien sûr l'hérédité. Alors l'hérédité, c'est on suppose que le reste vaut ce qu'on a démontré. Donc soit n, tel que l'hypothèse de récurrence est vérifiée. C'est-à-dire le reste est égal à, alors bien sûr, on va dire égal à ça, mais l'hypothèse de récurrence, c'est dire que la formule se recolle bien, c'est-à-dire que tel que le reste est égal à a plus h moins la somme
principale donc, de la formule de Taylor. Donc ça, c'est l'hypothèse de récurrence. Donc bien sûr, cette formule-là, c'est simplement une définition générale. Hein. Ma notation, si on veut. Donc maintenant, je vais calculer le reste à l'ordre n plus 1. Donc le reste à l'ordre n plus 1, bon, il faut bien sûr avoir la formule, c'est-à-dire il faut que la fonction soit de classe n plus 2 pour pouvoir la faire. Il faut un ordre de plus pour avoir la formule avec reste intégral, parce que justement le premier terme, c'est la dérivée suivante. Donc a plus t, et ici on a h moins t n plus 1 sur n plus 1 factoriel dt. Alors l'idée, bien sûr, c'est d'essayer de dire que les restes sont liés entre eux. Donc à partir d'une dérivée n plus 2, on veut retourner à une dérivée n plus 1. Donc la bonne idée, c'est bien sûr de dire ici, on va simplement primitiver ce terme-là et donc dériver celui-ci. Autrement dit, on va faire une intégration par partie. Voilà, donc l'intégration par partie, qu'est-ce qu'elle va nous donner? Elle va nous donner qu'il y a d'abord bien sûr une variation. Donc ça vaut la variation. La primitive, c'est la dérivée n plus unième. Ce terme-là, on n'y touche pas. Entre 0 et h. Et après, on soustrait l'intégrale entre 0 et h de la primitive. Donc c'est la dérivée n plus unième. Et il nous reste donc à dériver cette expression-là. Donc la dérivée de h moins t puissance n plus 1, c'est n plus 1 fois la puissance n. Donc bien sûr, les factoriels vont se simplifier, ça fait simplement la n factorielle en bas. Et après, il faut faire attention qu'on dérive par rapport à t. Donc si on dérive par rapport à t, il y a un moins qui sort. Donc en fait, ça fait moins 1. Et après, ça fait n plus 1. h moins t puissance n sur n plus 1 factoriel dt. Voilà, on obtient cette formule-là et on va voir que ça va se recoller avec le reste dont on a fait l'hypothèse de récurrence. Donc si je continue le calcul, on obtient égal, alors je vais calculer bien sûr cette variation. Alors cette variation en h, elle vaut ici 0, parce qu'ici on a h moins h. Et donc en 0, elle va valoir moins la dérivée n plus unième en a. Et après, on a en 0, ça fait h puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel. Et ensuite, donc on a moins par moins, là on a un plus. L'intégrale de 0 à h, dérivée n plus unième a plus t, calculé en a plus t. Et là, les factoriels se simplifient, donc ça fait h moins t puissance n sur n factoriel dt. Autrement dit, ce terme-là, on retrouve exactement Rn de h, c'est-à-dire le nème reste de la formule de Taylor, ce qui nous fait moins ce terme-là, et on aura reconnu que c'est le terme de la somme à l'ordre n plus 1 qui nous manquait. Et par hypothèse de récurrence, on sait que Rn de h est égal à f de a plus h moins la somme pour k allant de 0 jusqu'à n de dérivée km en a, h puissance k sur k factoriel, et le terme qui est ici, donc moins dérivée n plus unième en a, h puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel, c'est finalement le terme ici lorsque k égale n plus 1. Autrement dit, on peut le faire rentrer dans la somme, et on obtient la formule de Taylor à l'ordre n plus 1. Ce qui nous donne bien sûr le résultat qu'on attendait. Donc on a acquis comme ça la formule d Taylor avec reste intégral. Alors donc la formule de Taylor avec reste intégral va permettre de calculer de la même manière des sommes lorsque le nombre de termes tend vers plus infini. On va voir après, c'est des sommes de série. Alors celle-là est assez célèbre, c'est la série harmonique alternée on appelle.
Donc simplement, on prend la somme des inverses, mais on met des signes, ça fait 1 moins 1 demi, plus un tiers, moins un quart, plus un cinquième, etc. Et en fait, on va réussir à démontrer que ça tend vers log de 2 lorsque la somme est infinie, c'est-à-dire lorsque n tend vers plus l'infini. Alors la bonne idée ici, c'est de remarquer que ça ressemble étonnamment au développement limité justement de la fonction log, et donc on va pouvoir utiliser la formule de Taylor avec reste intégrale sur la fonction ln. Donc on va prendre f de t égale ln de t, et on va prendre a égale 1, et ici ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut prendre h une valeur fixée, on peut prendre h égale à 1 de ce fait, h étant une valeur fixée, parce que la formule est exacte, elle n'est pas asymptotique, elle n'est pas valable uniquement lorsque h est petit, mais elle est valable quand h est quelconque. Alors que me donne la formule? La formule de Taylor reste intégrale, hein, me dit que ln de 1 plus 1, finalement, c'est ln de a plus h, est égal à, finalement, la formule de Taylor, ce qui correspond au développement limité de la fonction. Donc on connaît hein, le développement de ln, ça vaut la somme des alors je peux mettre moins h puissance k sur k plus 1. Ça serait le développement limité de ln de 1 plus h, on va écrire. Donc ln de 1 plus h, c'est la même formule principale, c'est-à-dire en fait finalement le développement limité. Et ici on repère que je ne veux pas une formule asymptotique, mais je veux une formule exacte. Donc au lieu d'utiliser plus petit o de h puissance n, je vais utiliser plus un reste. Et le reste, je le connais exactement. Donc Rn de h, c'est égal à quoi? C'est l'intégrale de 0 à h de la dérivée de ma fonction une fois de plus, donc n plus unième, en a plus t. Alors ici, ça vous fait en 1 plus t, et après, ça nous fait h moins t puissance n sur n factoriel dt. Alors, voilà, et donc pour pouvoir utiliser, c'est bien sûr, la seule hypothèse, c'est ln doit être de la bonne classe sur le bon domaine, c'est-à-dire entre a et a plus h, elle doit être de classe Cn plus 1, en fait, elle est C infini sur le domaine 1, 2. Bien sûr, parce qu'elle est C infini sur R plus étoile tout entier. Donc, on obtient cette formule-là, et l'idée, c'est qu'il va falloir calculer la limite de cette intégrale-là, parce que la limite de cette somme-là, lorsque je fais h égale 1, de moins 1 puissance k sur k plus 1, ce qui est la somme qu'on cherchait à calculer, et bien ça vaut ln de 2 moins Rn de h. Donc le but, c'est réussir à démontrer que Rn de 1 d'ailleurs, pardon, parce que h vaut 1, moins Rn de 1. Le but, c'est de réussir à démontrer que Rn de 1 tend vers 0. Donc ça va revenir à l'exercice précédent, qui était de dire, on a une intégrale, qui est le reste intégral, et on veut le faire tendre vers 0. Donc il suffit de le majorer par diverses techniques, hein, la croissance ou l'inégalité triangulaire, ou l'inégalité triangulaire, et d'aboutir à un résultat. Donc on va faire ça, c'est-à-dire ici j'ai mon reste intégral, je calcule en 1, donc ça va donner des formules un peu plus précises. Donc ça vaut l'intégrale entre 0 et 1. Ensuite ici vous avez la dérivée n plus unième du log. Alors la dérivée n plus unième du log, ça veut dire qu'on dérive une première fois, ça fait 1 sur 1 plus t, et cette expression-là, on va la dériver ensuite n fois, et ça c'est une formule qu'on connaît. Et après vous avez 1 moins t, parce que h vaut 1, sur n factoriel dt. Voilà. Ensuite, donc la formule ici de dérivée nème
d'un inverse. Donc on sait quand on dérive, il y a forcément des signes qui vont sortir, mais vu qu'il y a la valeur absolue, elle va disparaître le signe. Donc en fait, ça vous fait la dérivée si je le mets sans embêter avec les valeurs absolues pour le moment. Je laisse les valeurs absolues à l'extérieur. Donc si je dérive une fois, ça fait sortir fois moins 1, fois moins 2, fois moins 3, etc. Donc ça nous fait moins 1 puissance n. L'ordre en bas, à chaque fois que je dérive, la puissance va passer au carré, etc. Donc ça fait puissance n plus 1. Et la factorielle qui va sortir, c'est donc n factoriel. Parce que c'est x1, x2, x3, etc. jusqu'à devoir dériver n fois. Là, on a 1 moins t puissance n. Et en bas, on a aussi n factoriel dt. Voilà. Alors c'est assez pratique donc parce que vous avez donc les factoriels qui vont simplifier dans cette formule. Il ne nous reste plus que le 1 moins t puissance n et le 1 plus t puissance n plus 1. Et voilà. Et enfin, le moins 1 puissance n, vu qu'il y a une valeur absolue, on va pouvoir le simplifier. Donc ça veut dire que c'est inférieur ou égal. En fait, on a même l'égalité, mais pour dire que j'utilise l'inégalité triangulaire à l'intégrale de 0 à 1. 1 moins t est positif, donc je peux laisser 1 moins t puissance n. Et au dénominateur, j'ai 1 plus t puissance n plus 1. Alors l'idée, c'est qu'on pourrait essayer de calculer de manière exacte que vaut cette intégrale-là, mais ça serait assez compliqué parce que justement, il faudra faire des fractions rationnelles. Alors que finalement, ce que je sais, c'est que le 1 plus t est compris entre 1 et 2, donc c'est-à-dire que le dénominateur est compris entre 1 sur 1 et 1 sur 2 puissance n plus 1. Donc je peux simplement majorer. Donc je vais continuer le calcul. Donc on va continuer la majoration, c'est-à-dire que ici, je vais pouvoir dire c'est inférieur ou égal à l'intégrale entre 0 et 1 de 1 moins t puissance n dt. Et en fait, je vais simplement dire, bon, je majeure par 1 en bas. Alors pourquoi? Ça, c'est parce que car 1 sur 1 plus t puissance n plus 1, vu que le t compris entre 0 et 1, c'est-à-dire que les valeurs extrêmes, ce serait 1 et 2. Donc en fait, c'est compris entre 1 de puissance n plus 1 et 1 sur 1. Donc vu que je majeure par 1. Donc on obtient ici ça, et ça c'est une intégrale qui est un polynôme, donc je vais pouvoir calculer très simplement. Ça vaut donc, la primitive c'est moins 1 moins t puissance n plus 1 sur n plus 1 entre 0 et 1, ce qui fait 1 sur n plus 1, ce qui tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Donc mon reste intégral tend vers 0 par théorème d'encadrement. Le reste intégral tend vers 0, puis la somme alternée des inverses, ça valait log de 2 moins le reste intégral. D'ailleurs ici c'est calculé en 1 que je fais. Le reste intégral, et ici on a dit que le reste intégral tendait vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Donc au final ça tend bien vers ln de 2 par opération.